Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Le système reproducteur et la peau », a été réalisée le 27 mai 2021. Aujourd'hui, un sujet tabou. Qu'est-ce qu'un tabou? Quelque chose dont on ne parle pas, ou dont il est difficile de parler. Le mot tabou vient du polynésien tapo, qui signifie interdit, et désignait les éléments dangereux de la magie qui ne pouvaient être prononcés par n'importe qui, mais uniquement par les magiciens et les sorciers. Les prononcer sans autorisation étaient synonymes de châtiment physique. Ce terme a été introduit en Europe à la fin du XVIIIe siècle et a commencé à être utilisé pour désigner des choses qu'il ne fallait pas dire, qui étaient culturellement considérées comme de mauvais goût, comme certains sujets politiques, spirituels et sexuels, surtout dans des cultures très religieuses, où certains sujets étaient jugés impurs car ils nous éloignaient de la gloire divine de Dieu. Eh bien, et clairement, les organes génitaux faisaient partie de cet ensemble de concepts. Selon le mythe judéo-chrétien de la création, le premier homme et la première femme sont nés sans organes génitaux, car ils avaient émergé de la divinité. Une histoire très absurde, il faut le dire. Eh bien, cela expliquait des choses qui ne pouvaient pas être expliquées, comme si tu voulais expliquer le fonctionnement de la physique quantique à l'aide de poires et de pommes. Si celui qui écoute l'explication n'a pas d'imagination, alors il ne verra que des poires et des pommes, et il transmettra cela tel quel. C'est ainsi que les mythes sont parvenus jusqu'à nos jours. Dans cette histoire, Adam est né de la boue modelée par Dieu, et Ève est née d'une côte d'Adam. Comme ils n'ont pas été portés dans un utérus, ils n'ont pas de nombril, mais leurs organes génitaux n'ont pas non plus de fonction. Lorsque le péché originel est commis, l'histoire raconte que Dieu les expulse du jardin d'Éden, les obligeant à survivre, et c'est ainsi qu'ils doivent se reproduire. Comme tu le verras dans cette histoire, tout ce qui se trouve en dessous du nombril nous rappelle la souffrance acquise par nos péchés. Selon ces traditions des peuples sémitiques, tout ce qui concerne le nombril et les organes génitaux, les jambes et les pieds, mérite d'être considéré comme un piège du diable. Pourtant, tout le monde se reproduisait. Oui, mais dans un seul but, avoir des enfants qui servent Dieu. Ce n'était pas pour le plaisir. Oui, bien sûr. Raconte-moi un autre mythe. Hé hé. Eh bien, c'est ce qu'ils croyaient. Cependant, cette vision de la punition pour le sexe ne naît que dans ces traditions qui se considèrent comme esclaves de ce monde. Les cultures anciennes considéraient la sexualité comme quelque chose de sacré, et les organes génitaux étaient des symboles divins, de pouvoir, de fertilité, dont de nombreux peuples ont dessiné des symboles de vagin et de pénis aux entrées des villes ou des maisons pour attirer la prospérité ou démontrer son pouvoir. J'ai vu ça à Rome, dans des ruines antiques où il y avait des gravures de pénis en érection sur les murs. Le pénis en érection est l'un des plus grands symboles de fertilité qui a donné naissance au célèbre obélisque de l'histoire. Tous les obélisques que tu vois dans le monde sont un pénis, et tous les cercles, les chambres sacrées, sont des vagins. Waouh! Donc la place Saint-Pierre au Vatican, c'est assez explicite. C'est vrai, l'artiste y a représenté la véritable manière dont Dieu se manifeste dans le monde. Le sexe reproductif, un vagin et un pénis en son centre. Le savent-ils? Peut-être. La tradition de l'obélisque trouve son origine dans l'histoire d'Osiris, qui fut mutilé par son frère Seth et dispersé le long du Nil. Quand Isis a voulu rassembler toutes les parties pour engendrer un fils, elle a placé son pénis en érection sur le corps du dieu afin qu'il la féconde.
Isis représente l'étoile Sirius, et c'est pourquoi chaque obélisque s'y relie fécondant le ciel. Waouh, toute l'histoire ancienne est très sexuelle. Dans les cercles de pierre dans les temples pyramidaux, les rites sexuels étaient le moyen de faire descendre le ciel sur terre, car un esprit pouvait naître par la reproduction. Les anciens interprétaient le plaisir de l'orgasme avant tout comme un cadeau des dieux, qui nous permettait de ressentir ce qu'est la gloire divine. C'est pourquoi il fallait apprendre à avoir des relations. Cela nous a amené à comprendre que le sexe était une forme de communication spirituelle qui, dans un premier temps, était personnelle, nous reliait à notre propre pouvoir, puis était partagée avec les autres, et enfin, en conscience de sa fonction, était utilisée comme moyen de reproduction. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Biologiquement, les organes génitaux sont conçus pour la transmission d'informations génétiques, afin que les cellules eucaryotes continuent à se multiplier et que l'information perdure éternellement. La reproduction est essentielle en biologie. Mais lorsqu'un être prend conscience, il reconnaît que cette information sert également à la transcendance spirituelle, c'est là que se crée une croix de transmission de données. La ligne horizontale fait référence à la reproduction biologique et au transfert d'informations dans le monde, tandis que la ligne verticale représente un transfert d'informations entre le monde spirituel et le monde terrestre. Dans le premier cas, tu auras besoin des deux organes reproducteurs, féminin et masculin. Dans le second cas, cela peut être personnel ou partagé avec n'importe quel sexe. Est-ce que cela explique l'homosexualité? Non, l'homosexualité est un processus tout aussi naturel, commun à plusieurs espèces, dont le but toujours a été de renforcer le lien entre les groupes et la confiance en soi, ainsi que d'harmoniser et d'apaiser. Cela s'explique par le fait que, chez de nombreuses espèces, les mâles se battent pour les femelles et mettent leur vie en danger. Les réactions homosexuelles aident ainsi à contrôler la testostérone en mobilisant leur énergie constante, pendant que les femelles entrent en gestation et s'éloignent généralement des mâles. Ce qui féminise certains mâles qui prennent alors la place des femelles. Oui, pour contrebalancer une réponse reproductive qui assure l'équilibre d'une communauté. Je ne m'attendais pas à cette réponse. En tout état de cause, les deux types de sexualité servent au développement de l'être. Les cellules génèrent des réactions chimiques qui stimulent la division cellulaire, la multiplication d'un organisme jusqu'à la formation d'un corps. Dans un premier temps, toutes les cellules s'autogénèrent. L'autopoïèse. Exactement, cela confère aux cellules la capacité de créer de nouvelles cellules, ce qui chez les organismes complexes fait de nous des êtres asexués, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas d'organes génitaux et se reproduisent par division de leur propre organisme. Comme les étoiles de mer. Oui, il n'y a qu'un seul problème à cela, c'est que la génétique est toujours la même et qu'il n'y a donc pas de capacité de développement supérieure à celle qui est transmise. Leur adaptation aux changements environnementaux qui, selon le contexte, modifient leur ADN dépendant de celle-ci. En revanche, certains êtres ont généré une autre option novatrice, produire des mâles. Donc au début, elles étaient toutes des femelles. La nature, comme nous l'avons dit, est autopoïétique et par conséquent, elle se développe pour se générer elle-même, elle est femelle. Mais certaines de ces femelles cherchent à étendre leur territoire et à diffuser leur ADN, leur information. Et elles ont transformé leurs organes génitaux afin que, au lieu de porter un fœtus, elles puissent inséminer ces données chez d'autres femelles. Et c'est ainsi qu'apparaît le mâle. À partir de la déformation des organes génitaux féminins d'organismes complexes, il y a des millions d'années. De cette manière, un patrimoine génétique serait transmis au nouveau genre appelé mâle, dont la mission serait d'être poussé par l'environnement à essayer de féconder le plus grand nombre de femelles, étendant ainsi le territoire génétique, une sorte de colonisation. Donc, la femelle a créé le mâle comme un outil d'expansion. Expliquez cela à ceux qui croient en Adam et Ève. Peut-être un véritable défi.
tout comme expliquer à certaines femmes qu'elles ont créé le mâle pour diffuser leur information chez d'autres femelles. Cela rompt avec la tradition monogame. Certains individus sont monogames, mais beaucoup d'autres sont polygames. La logique derrière cela est de pouvoir étendre le matériel génétique et de ne pas le confiner à un seul individu, ce qui pourrait mettre en péril la pérennité de sa lignée. Les mâles évoluent donc pour montrer tout le patrimoine génétique qu'ils portent en eux, hérité de la femelle, en arborant des couleurs vives, en se montrant forts, avec des organes sexuels voyants, des champs particuliers, des attributs uniques, car c'est en fonction de leurs capacités qu'ils seront choisis par les autres femelles. C'est ainsi que l'on constate que dans la nature, les mâles sont généralement plus voyants que les femelles, et c'est ainsi que l'on voit souvent les hommes tenter d'attirer l'attention des femmes grâce à leurs compétences. Cette mémoire cellulaire est le fondement de la pérennité d'une espèce. Je comprends. Donc les hommes sont des femmes qui se sont modifiées pour pouvoir propager leur patrimoine génétique, et les femmes ont le potentiel de devenir des hommes pour faire de même, tout en donnant la vie. Les deux partagent le pouvoir créateur, mais ils se le sont répartis en deux pour améliorer l'espèce. Plus il y a de croisements génétiques au niveau de l'ADN, dans les chromosomes, plus les chances d'adaptation sont grandes. Par exemple, si une lignée génétique d'un être ayant vécu pendant des générations sur les côtes et en mer se croise avec quelqu'un ayant vécu toutes ces générations à la montagne, leurs enfants auront plus de chances d'élargir leur terrain, pouvant ainsi mieux gérer les eaux, ainsi qu'une grande capacité à s'adapter à des espaces avec moins d'oxygène, ce qui élargit leur territoire d'expansion. C'est pourquoi les métissages sont très importants, car un peuple qui conserve le même patrimoine génétique d'un lieu précis aura de moins en moins de chances de s'adapter, voire de développer des maladies. L'intelligence, l'adaptation et le développement d'un peuple sont à leur tour liés à sa capacité à mélanger les gènes. Et comment passe-t-on d'une femelle à un mâle? Cela est lié à des facteurs environnementaux, notamment la température, ce qui fait que les organes qui se trouvent normalement à l'intérieur de la femme à une température constante doivent se refroidir pour ne pas mourir, ce qui expose les gonades à l'extérieur pour équilibrer la température. Cela, depuis des millions d'années, a modifié les cellules reproductrices, amenant les ovaires à se transformer en testicules et l'utérus en prostate. Explique-moi leur partie. Commençons par le féminin, comme il se doit, puisque c'est lui qui est apparu en premier. Les corps génèrent des centaines et des milliers de cellules souches, des cellules qui sont à la base de toutes les autres, comme les fabricantes de toutes sortes de cellules. Comme tu le sais, lors de la formation d'un gamète, il n'y a pas encore beaucoup de différenciation ni de spécialisation cellulaire. C'est pourquoi ces cellules souches, qui vivent bien plus longtemps que les cellules normales, se consacrent à produire les autres cellules selon leur capacité. Ces cellules trouveront également un endroit où s'exprimer en créant les plus grandes cellules du corps, les ovules. Celles-ci sont générées dans des sacs de tissus cellulaires appelés ovaires. Ceux-ci produisent l'ovulation, c'est-à-dire qu'ils absorbent les nutriments et l'énergie du corps et se contractent pour expulser ces cellules de leur tissu. Ces contractions sont intermittentes et liées au cycle de la Lune, tous les 28 jours, période de marée haute des océans, un souvenir cellulaire de l'époque où nous vivions tous comme de simples organismes dans les mers et profitions des marées hautes pour pondre nos œufs près des côtes, où ils seraient mieux protégés qu'en pleine mer. Oh, donc les règles sont liées aux marées lunaires. C'est incroyable que cela vienne de cette période de reproduction de l'époque où nous étions des poissons, il y a des millions d'années. C'est une longue histoire qui vit encore en nous. Ces sacs ovariens sont les producteurs d'ovules, mot dérivé du mot « F », car c'est le même principe utilisé par tous les animaux, reptiles et oiseaux. Il fut donc un temps où nous pondions aussi des œufs. Jusqu'à ce que nous devenions des mammifères et que le processus d'incubation se déroule à l'intérieur. Les conduits ovariens, appelés trompes de Fallope,
qui menaient auparavant au sac où se trouvaient les œufs avant d'être expulsés du corps, sont devenus le lieu de fécondation où le spermatozoïde rencontre l'ovule alors que celui-ci est encore réceptif. Et le sac ovarien s'est transformé en un tissu plus complexe et élastique, appelé utérus ou matrice. À chaque ovulation, la femelle génère une couche muqueuse sur les parois de l'utérus, appelée endomètre, où l'ovule est retenu, piégé, comme dans une sorte de griffe. L'ovule fécondé s'y accrocherait, créant un tissu lui permettant d'absorber les nutriments de la circulation sanguine de la mère, formant autour de lui le placenta, et le canal de connexion entre l'endomètre et l'embryon deviendrait le cordon ombilical. L'utérus est relié au col de l'utérus, qui se rétrécit vers le vagin. Le vagin est l'espace élastique qui, au moment de l'insémination, accueille le pénis, lequel frôlera l'entrée de l'utérus, appelé col de l'utérus. Ce dernier, stimulé, s'ouvrira pour laisser passer le liquide séminal dans l'utérus, et au moment de l'accouchement, il s'élargira jusqu'à laisser passer le bébé. La partie externe du vagin est la vulve, une série de lèvres et de tissus qui protègent l'orifice vaginal ainsi que le canal urinaire situé plus en avant. Elle possède toutes ces terminaisons nerveuses dans un muscle appelé clitoris qui, lorsqu'il est stimulé, dilate et détend tous les tissus internes, distendant le vagin pour une meilleure pénétration, tout en préparant l'utérus et les ovaires à la fécondation. Maintenant que tu dis ça, je n'arrive pas à croire que l'excision du clitoris existe dans certaines cultures. Pourquoi? Le clitoris produit une excitation du système nerveux qui distend le corps pour une meilleure fécondité. Cependant, les cultures qui considèrent le plaisir comme un péché ont interprété que la femme ne devrait pas ressentir de plaisir pour accomplir un devoir divin. Elle devrait seulement se conformer à son mandat. Le plaisir est une chose du diable. C'est absurde, car dans ce cas, si ressentir du plaisir est une mauvaise chose, pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé la femme sans clitoris dès le départ? Les mystères des croyances religieuses. Il n'y a pas de logique dans une croyance. C'est pour ça que c'est une croyance. C'est comme une fois, en discutant avec des amis, j'ai posé la question, et excusez-moi pour le mot, si Dieu déteste les homosexuels, pourquoi a-t-il mis le point G dans le cul? Hé hé! Bon, cela nous amène au système reproducteur masculin issu du féminin, allant de l'extérieur vers l'intérieur pour suivre le chemin qui nous a menés à cette conversation. Le clitoris. Cette terminaison nerveuse correspond à ce que les hommes appellent le gland, c'est-à-dire la tête du pénis. Oh, donc dans ces traditions, il pourrait aussi pratiquer l'excision en coupant le bout du pénis, non? Eh bien, s'il voulait être équitable aux yeux de Dieu, il devrait le faire. Le gland est l'ensemble des terminaisons nerveuses qui stimulent l'organe masculin. Les tissus musculaires élastiques qui forment le vagin chez le mâle se sont tournés vers l'extérieur, maintenant le clitoris gland à son extrémité supérieure, amenant le canal urinaire vers l'extérieur et transformant la vulve en sac scrotal. Les tissus du vagin qui se trouvaient auparavant à l'intérieur se projettent vers l'extérieur, se contractant ou s'étirant également sous l'effet de la circulation sanguine lors de la stimulation nerveuse de l'organe sexuel, ce qui, dans le cas de l'homme, exerce une poussée vers l'extérieur en étirant les muscles reliés à la partie postérieure du corps qui servent de contrepoids, ce qui fait que le périnée entre l'anus et le scrotum est également stimulé et gonfle, ce qui sensibilise les terminaisons nerveuses de l'anus qui sont alors étirées. Ce mouvement vers l'extérieur de l'organe reproducteur entraîne les parties internes vers l'extérieur. Il tire le tissu de la matrice vers le bas de la vessie, la plaçant entre celle-ci et le rectum, où se formera désormais la prostate. Celle-ci, tout comme chez la femme, avec l'endomètre, créera une membrane muqueuse composée de sucre, de nutriments et de protéines, qui contiendra les cellules ovariennes masculines, créant un liquide appelé sperme. Les ovaires sortiront du corps pour se maintenir à une température ambiante, tolérée par les cellules reproductrices qui cessent d'être des ovules
pour se transformer en spermatozoïdes, et ainsi ces ovaires s'appelleront testicules. Les anciennes trompes de Fallope se seront transformées en canaux séminaux qui, en entourant la vessie, achemineront le sperme depuis la prostate, tandis que les testicules produisent de la testostérone et des spermatozoïdes. Ceux-ci seront, par stimulation génitale, envoyés vers la prostate où ils seront recouverts de sperme, les deux mots signifiant sémence, le premier en grec et le second en latin. D'où, grâce à la stimulation musculaire et sanguine, ils passeront dans le canal séminal le long du pénis où il se connectera à l'urètre. C'est à cet égard, et en raison de son intersection avec les terminaisons nerveuses, que l'idée du point G a vu le jour. Il a été ainsi nommé d'après son supposé découvreur, Ernest Grafenberg, qui, dans les années 40, a déclaré avoir trouvé un point où se produisait le plus grand nombre d'orgasmes féminins. Quoi qu'il en soit, ce point en tant que tel n'existe pas, car il ne s'agit pas d'un point stratégique organique, mais plutôt d'une réaction de l'ensemble des terminaisons nerveuses qui peuvent s'étendre à différentes parties du corps en fonction de la réceptivité de la personne. Si tu as mentionné le cul, c'est parce que tant l'homme que la femme possèdent des centaines de terminaisons nerveuses dans l'anus qui stimulent les organes sexuels et qui, conjointement avec le périnée et les testicules, génèrent le moteur du chakra racine, source de la Kundalini. Cependant, le point stratégique chez l'homme réside dans la stimulation de la prostate, qui génère des contractions pour produire du sperme, et dont la manipulation stimule la production. Et la seule façon d'atteindre cette glande est par les parois du rectum. Je comprends. Malgré cela, le sujet est tabou pour la plupart des hommes, car ils refusent de perdre leur virilité en faisant cela. C'est une vision ancienne liée à la perte de pouvoir. L'anus représente la personnalité. C'est l'endroit du corps où l'on s'assoit, où l'on pose le poids du corps sur un trône. L'anus donc, c'est le pouvoir. D'une manière péjorative, retirer le pouvoir à quelqu'un, c'était l'empêcher de s'asseoir sur son trône, et pour ce faire, en briser son intégrité. Ce qui, pour le dire crûment, reviendrait à « on lui a défoncé le cul ». Oui, le cul, c'est l'intégrité. C'est pourquoi, culturellement, l'idée de livrer son anus signifie perdre du pouvoir, et surtout chez les hommes. Chez les mâles, perdre du pouvoir, c'est perdre du territoire. Ainsi, on se permet de livrer son pouvoir à celui en qui on a confiance, car c'est lui permet d'accéder à la partie la plus subtile de son être, à son pouvoir créatif. Vu sous cet angle, cela prend un sens bien plus transcendant. La femme ne possède pas cette même terminaison nerveuse dans la zone prostatique, car elle n'a pas de prostate, et c'est pourquoi celle-ci est plus difficile à atteindre, plus complexe. Comment cela se passerait-il ? Cela fonctionne aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais malgré tout, la femme y est plus sensible, et cela est lié au système tégumentaire. La peau ? La peau, ou tégument du latin tissu, est l'organe cellulaire le plus étendu du corps. Elle remplit une double fonction importante. D'une part, protéger le corps du monde extérieur et l'intégrité de tous ses organes, et d'autre part, permettre l'interaction avec le milieu, que ce soit par l'absorption de nutriments ou l'excrétion de toxines à travers les pores. La peau se divise en 3 couches. L'épiderme, couche externe, le derme, cellule active au milieu, et l'hypoderme, tissu adipeux sous-cutané. Ces différentes couches agissent comme des protecteurs contre les rayons ultraviolets du soleil, les changements de température, les parasites, les microbes, les bactéries et les virus, ainsi que contre tout autre type de menace. Elles jouent également un rôle fondamental dans la nutrition et la respiration du corps. En éliminant les toxines, en absorbant les vitamines nécessaires à l'organisme et en servant de camouflage. C'est un organe élastique qui permet le mouvement et c'est le premier vecteur d'information, car tout ce qui se passe dans l'environnement est transmis à la peau, qui en informe ensuite le cerveau.
Les poils cutanés ont pour fonction de capter la température ou les mouvements de l'environnement. C'est pourquoi toute la peau est parsemée de terminaisons nerveuses dans chaque recoin du corps. La réaction nerveuse, comme les frissons, est ce qui met le corps en position de défense, en générant de la chaleur ou en l'accumulant en cas de perte. Et pourquoi cela se produit-il avec les caresses? Parce que la peau, en plus d'être une extension nerveuse, est le moyen le plus direct de communiquer le plaisir au cerveau. C'est pourquoi les caresses, les baisers, le toucher stimulent le système nerveux à travers la peau, qui signale une sorte d'invasion produisant un effet contraire, l'effondrement. L'effondrement est provoqué par une agression désirée que la peau interprète comme une invasion, mais autorisée par le conscient. C'est pourquoi la rupture ou la crise de compréhension procure un immense plaisir, générant toutes sortes de réactions hormonales, presque une sorte de déséquilibre qui produit de la chaleur. C'est peut-être pour cela que l'on considérait comme diabolique, parce qu'on perd le contrôle. C'est exact, mais si au lieu de l'interdire, tu apprends à le diriger, la peau et les organes sexuels peuvent te mener à vivre l'illumination. Et cela cesse d'être tabou. Pour être libre, Alors, il faut mieux connaître ces deux systèmes. permets-toi de les sentir, de les toucher, d'en profiter, de connaître tes limites, de savoir où se produit l'orgasme en toi. Et dans cette pratique, tu trouveras le moteur de l'énergie spirituelle qui se produit dans ta biologie. Je me permets de le ressentir, je me libère des croyances et des tabous, et je découvre le mécanisme de mon pouvoir intérieur. Et ainsi tu seras un canal entre les deux mondes. Le ciel sur terre.